Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de notre discussion avec Marjorie, entre conférencière, auteure et formatrice en relations humaines. Dans cette seconde partie, nous allons évoquer ces différentes difficultés entrepreneuriales qu'elle a pu rencontrer, comment identifier sa valeur, mais aussi comment assurer sa légitimité et se débarrasser, entre guillemets, du syndrome de l'imposteur. Et elle nous parlera un peu plus de son projet Transition 360. Est-ce que tu aurais une difficulté à nous partager sur ton parcours vraiment entrepreneurial ? Alors, oui, il y a une difficulté que souvent les gens, et notamment les femmes, relèvent et que moi j'ai eu la chance de ne pas vivre, c'est que j'ai toujours eu le soutien de mon conjoint et de ma famille. C'est-à-dire, en gros, c'est si tu penses que c'est ça qui te rend heureuse, vas-y, fais-le. Et ce qui n'est pas toujours le cas, et je le pose parce que je pense que c'est aussi une des clés de ma réussite, hein, très clairement, et que je puisse garder mon équilibre. C'est-à-dire que voilà, et des fois on va échanger en disant ouais mais là c'est peut-être risqué, etc. Mais globalement, j'ai vraiment un vrai soutien inconditionnel de mon chéri. Et ça c'est, je pense, une des clés de réussite, notamment pour les femmes entrepreneurs, mais pour les hommes aussi. Hein, souvent ils disent je réussis aussi dans ma boîte parce que ma conjointe est là ou mon conjoint est là. Donc ça c'était important pour moi de le poser parce que je pense que vraiment tout qui je suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas eu un conjoint soutenant et une famille aussi ouverte et soutenante. Difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est souvent quelle valeur a mon service, à ma prestation, de réussir à chiffrer, d'être dans ce qui est juste par rapport au marché, mais aussi parfois ce qui est juste pour moi. Dans les deux sens, hein, tu vois, dans le monde de l'éducation, il y a parfois je me disais ouais mais non mais là si je fais si peu, ça va vraiment pas être écologique pour moi, quoi. Il y a un moment donné, il faut un ratio. Et inversement, parfois, au début, quand on a démarré l'entreprise, on n'arrivait pas à mettre aussi haut, parce que pour nous, ça nous paraissait invraisemblable. Et en même temps, si tu mettais pas si haut, t'étais pas prise parce que t'étais pas considérée comme valable. Ouais. Donc trouver ce juste tarif qui est dans le cadre du marché et de la cible, mais aussi qui correspond à tes valeurs à toi. Et parce qu'il y a des fois, je pense que j'aurais pu demander beaucoup plus, mais en même temps, enfin voilà, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi. Et ça, c'est pas toujours facile, surtout au début. Et à un moment donné, quand tu as passé le gap et que tu te dis non, mais si là, en tarif horaire, ça vaut ça sur le marché, et ce que j'apporte, je sais que ça vaut ça. Là après, du coup, t'es ancré, t'as même plus peur de poser le prix. Mais au début, effectivement, tu vas poser le prix tout doucement, ou tu vas dire mais c'est négociable. Hein, t'as même posé le prix, que tu dis mais c'est négociable. Donc Ouais. voilà. Et des fois, effectivement, on va faire des ristournes pour des entreprises soit plus petites ou soit sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais moi, systématiquement, et c'est ce que je donne aussi en conseil à mes amis ou à des personnes qui viennent me demander, c'est de mettre quand même sur le devis et la facture le prix réel. Ouais. Et de dire pourquoi on fait cette remise-là. Parce que ça vaut ça. Et du coup, en plus, quand ils en parlent éventuellement à d'autres, le prix de départ, c'est celui-là. C'est pas celui que vous avez obtenu. Vous l'avez obtenu parce qu'il y a des raisons. Donc ça, c'est une difficulté. C'est oser, enfin c'est pas oser, mais c'est souvent les femmes, on a une problématique, c'est qu'on a du mal à se vendre comme, mais c'est pas le mot vendre justement que je vais dire, mais à accepter on est expertise. Et notamment quand il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, quand il y a des journalistes qui appellent des femmes entrepreneurs, très souvent, elles sont surprises. Ah mais moi je sais pas, interview tout ça, peut-être contacter machin, et souvent c'est un homme qu'on donne. Alors que l'homme il se pose pas la question, même s'il se sent pas expert, il va prendre et puis il va peut-être un petit peu aller voir des infos pour se rendre expert sur le sujet. Et donc c'est de se dire parce qu'effectivement en plus, enfin moi je transmets des choses.
finalement, je me dis que j'ai pas forcément intellectualisé, mais que j'ai vécu, qui m'ont servi et en fait, si ça m'a pas servi à moi, je ne sais pas les transmettre. Même si intellectuellement, je comprends le cheminement, je ne sais pas les transmettre, ça me vient pas et donc parfois, c'est vraiment de se dire, «Bah oui, je suis experte là-dedans», et sans justifier, qu'au par tes études ou par tes mais se sentir expert. En fait, c'est ça, c'est se sentir expert. Je pense que ça vient avec le temps et c'est pas moi je suis la meilleure, mais c'est vraiment ouais et de la légitimité, hein, le syndrome, de l'imposteur, hein. Parce qu'effectivement notre Ouais. culture nous a pas enfin voilà, dans les livres pour enfants, il y a rarement des femmes, qui sont exposées, expertes et cetera et donc c'est mais une fois que tu l'as ça et que tu sais ce que tu vaux, par sur tes sujets, ça fait aussi toute la différence. C'est-à-dire que tant que toi tu te reconnais pas, valable, je vais pas mettre le mot experte expressément justement, valable dans ton domaine, c'est-à-dire que tu as quelque chose à témoigner, heu et bien l'autre va pas tu vois, il va sentir aussi que tu es pas forcément du coup la bonne personne à aller voir. Quand tu as ça, tu sens vraiment que justement avec aussi tes clients, quand à un moment tu leur dis: «Oui mais non, je pense que sur ces 2 choix-là, c'est celui-là le plus juste», même si au départ ils sont pas d'accord, ben, ils entendent que, bah, oui si mince, si elle me le dit, a priori, c'est elle l'experte et je valide. Donc c'est, cette expertise-là et alors en termes de communication, hein, c'est, au plus, tu es invité et donc au plus tu acceptes d'aller, d'être interviewé sur des thématiques précises, dans quel que soit le magazine ou le média, audio, vidéo et cetera, bah, au plus ça c'est la France, hein, au plus tu deviens l'expert. C'est-à-dire, Ouais. tu es passé dans les magazines où tu as écrit un livre, du coup tu es forcément expert. Ton livre, ça peut être, nul, Ouais, bien sûr. mais tu as écrit voilà, c'est très français, hein, c'est comme les diplômes, si tu as pas tel diplôme, tu as du mal à avancer. Bah, c'est un peu ça. Répondre vraiment aux demandes des journalistes, des émissions et cetera, même si on se dit: «Ah, il y a peut-être mieux que moi», et de jouer la franchise, hein, c'est qu'il y a sur certaines interviews, on me pose des questions, j'ai pas la réponse et c'est OK en fait. Et c'est de par rapport à la réponse, soit attendue ou la question, c'est amener quelque chose qui correspond à ce que moi je sais, mais ça C'est veut ça. pas dire que j'ai toutes les et là on se dit: «Oui mais du coup, s'il me pose ces questions et que je sais pas», eh ben c'est OK et c'est en tout cas si on vous appelle, c'est qu'a priori vous êtes de toute façon plus expert que la personne qui va vous interviewer. Donc Mmh. forcément, vous aurez des choses à dire en fait. Et donc c'est oser dire: «OK, je fais une interview, voilà, la première on stresse, alors certains vont stresser tout le temps, mais voilà, il y a des interviews qui sont plus compliquées que d'autres. Moi, je me souviens d'une interview pour, justement le printemps de l'éducation et d'une journaliste radio et elle nous invite, donc c'est moi qui y vais. Des fois, on y allait à 2, là, je suis allée toute seule et tout le long de l'interview, elle a envoyé des pics en fait sur les sujets qu'on traitait, la manière dont on les traitait. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'elle allait juste demander le programme du Ouais. forum, enfin et sur le coup, voilà et donc voilà, j'arrivais à rebondir et à pas le prendre contre moi ou contre la le programme lui-même et du coup à rebondir, positivement à ses questions. Mais je me suis dit: «Waouh quand même» et après on a échangé avec cette journaliste et en fait, elle avait des difficultés avec son enfant, sur certaines des thématiques et la manière en fait, nous, on avait fait le choix de mettre les thématiques toujours positives et donc elle me dit: «Oui, mais donc le harcèlement, vous n'en parlez pas, tout ça?» J'ai dit: «Si, si, justement, dans l'atelier untel, on va en parler», mais qu'on a fait le choix justement de pas être contre des choses et mettre de l'énergie contre quelque chose qu'on veut plus, mais on met notre énergie pour les choses qu'on a envie et du coup, en ayant échangé après, dans le montage qu'elle a fait de l'interview, elle a été beaucoup moins, pinçante dans les questions, en fait. Elle a parce qu'elle s'est sentie et on a échangé près de 3/4 d'heure après, elle s'est sentie entendue, écoutée. Mais donc, voilà, parfois effectivement les interviews, voilà, où là j'en ai fait un à la radio pour ça, mais les pouvoirs des mots sur Radio France Paris. C'était très court, 2 minutes 30 donc, voilà et puis ils étaient plusieurs à poser des questions et effectivement à un moment donné, il y a une question piège et c'est de se faire confiance, en fait. C'est encore une fois, c'est d'être soi et votre sujet, vous le connaissez. Si vous le Ouais. transmettez depuis X temps et qu'en plus c'est un sujet que vous transmettez parce qu'il vous impacte vous, c'est vous avez les ressources en vous, en fait. C'est faire confiance à ça. Donc ouais et là, la difficulté plus d'entrepreneur, là, depuis qu'on a la SARL, auto-entreprise, il y a pas beaucoup de démarches à faire, tout va bien. Quand tu commences à être auto-entreprise et que tu dépasses le montant pour la TVA, que tu dois intégrer la TVA, là, tu commences à te dire: «Oh là là, je suis pas faite pour ça»
Et là, la SARL très très clairement, l'URSSAF, comptable, enfin tout la partie administrative, c'est quand même pour moi une problématique. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on n'a jamais enfin, quel que soit l'intervenant, on n'a pas la même réponse. Et ça, effectivement, c'est pas notre métier. Et on n'a pas les moyens de prendre quelqu'un qui gère toute l'administration, même en mode prendre un indépendant sur quelques heures par mois. Enfin voilà, il y a des moments où c'est pas possible de le faire. Et du coup, le parcours de vraiment entreprise, SARL, SAS, etc. Au niveau administratif, si on peut avoir quelqu'un dans l'équipe qui est un peu plus compétent dans ces domaines-là, c'est vraiment aidant parce que ça peut vite mettre à mal ton énergie, mais aussi même le business, quoi. Où t'as pas prévu ça, le comptable te l'a dit peut-être une fois, mais t'as pas forcément compris quand ça allait arriver, puis d'un coup, on te demande 5 000 €, tu dis: «Ah bah, comment je vais pouvoir les donner?» Donc la partie administrative d'une entreprise, vraiment avec tout ce que comporte l'entreprise, c'est un peu compliqué. Même là, on a pris Mathieu en contrat d'apprentissage pour la communication du nouveau projet, la Transition 360. Et au départ, enfin voilà, on imaginait que le stage, puis finalement on a pris en apprentissage que l'État donne des primes là en ce moment. Mais en fait, on s'est pas rendu compte que du coup, ça devenait un salarié. Et avec rendez-vous médecine du travail, rendez-vous ergonome, parce que voilà, il y a plein de choses comme ça. On s'est dit oh là 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 là, on n'avait pas imaginé tout ça. Et donc c'est du coup donner du temps à toute cette partie-là et de l'énergie. Et encore une fois, c'est pas dans notre domaine de compétences, même si on apprend en faisant. Voilà, donc cette partie-là administrative peut être vraiment plombante en fait. Et parfois on peut se dire bon, je ferai plus tard, mais le plus tard peut devenir dangereux et pour la structure financière, mais aussi pour le travail d'équipe en fait. Bien sûr. OK. Et alors, ouais, on n'en a pas du tout parlé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu transition 360 Mmh. quand même? Ouais. Alors Transition 360, c'est un projet qui est venu dans ma tête il y a finalement déjà presque 2 ans. En fait, voilà, j'ai mes guides qui, des fois, me donnent des super beaux projets à faire, mais je les engueule parce que je leur dis, mais moi, j'en ai plein d'autres déjà à finir, là. Et puis, le projet là que vous me donnez, il est énorme. Et en plus, dans un monde de merde où il y a le Covid. Donc voilà, il a fallu le temps de l'émerger, de le sortir de ma tête et de le partager à d'autres, et notamment à Véronique qui m'accompagne dans l'aventure à pied compagnie. Et en fait, et ce qui est venu aussi me réveiller et nous réveiller, parce que Véronique c'est la même chose aussi, sur la cause environnementale et écologique, mais dans tous les sens du terme, les inégalités, l'intersectionnalité, les problèmes écologiques, ce sont aussi nos enfants en fait qui sont venus nous réveiller, non pas d'un baiser langoureux comme la Belle au bois dormant, mais à coup quand même de claques dans la gueule en nous disant mais vous voyez pas ce monde là, c'est pas possible, voilà. Et du coup on s'est dit avec Véronique qu'est-ce qu'on peut faire nous avec nos compétences de Happy et compagnie pour aider à contribuer à ce que ça aille mieux. Et j'avais eu ce projet-là dans ma tête depuis très longtemps, et donc l'idée c'est de changer les règles du jeu, c'est-à-dire de changer les règles de la société carrément. OK. En fait, on veut Transition 360, c'est une éco-expérience qu'on va faire vivre aux gens en plusieurs étapes. Et le but, c'est de prendre soin du vivant. Dans le vivant, nous, on met vraiment la nature, mais aussi les humains. C'est vraiment le monde vivant. Et l'idée, c'est de créer des territoires qui réconcilient les préoccupations économiques, écologiques, sociales et démocratiques. C'est-à-dire là, quand on bosse sur l'écologie, on voit pas forcément l'impact social que ça peut avoir, ou économique. Et là, du coup, enfin, tout est en silo, en fait. On parle, Ouais. voilà, on va agir sur l'écologie, on va agir sur le social. Et en fait, tous les experts des transitions le disent, il faut arrêter de travailler en silo. Il faut travailler dans tous les domaines de vie et avec tous les acteurs en même temps.
Et c'est l'ambition du coup de Transition 360, avec une première phase où on va créer un jeu grandeur nature, à la fois sur une appli, mais aussi dans la vie réelle, où on va faire un peu des chasses au trésor, des défis dans toutes les thématiques écologiques, mais du coup sur se loger, se nourrir, faire société ensemble, faire économie, etc. Avec à l'intérieur de ce jeu-là une monnaie locale à l'intérieur du jeu pour pouvoir aussi faire des échanges. Et le but, ça va être d'emmener... en fait, il y a 94% des gens qui veulent contribuer aux problématiques sociétales. Mais il n'y a que 20% qui passent à l'action. Et donc là, l'idée, c'est d'entraîner ces premiers 20%-là dans notre jeu et qu'ils entraînent les 80% en plus aussi par le jeu, par la chasse au trésor, parce que Happy et compagnie, tous nos ateliers, nos séminaires sont en mode ludopédagogique. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment et que l'air de rien, on descende et qu'on aille voir ce qui est important pour nous. Et du coup, cette première phase par le jeu, c'est de mettre en place vraiment des choses à la fois en digital et du coup avec des défis à faire chez soi, mais aussi des rencontres inattendues, des ciné-débats, des expos en vrai, quand on va pouvoir le refaire, bien sûr. Pour créer une dynamique, un mouvement où on se dit mais putain, la transition c'est pas relou, c'est pas chiant quoi. On perd peut-être des choses, mais on y gagne tellement et on y gagne notamment en relation à soi et en relation aux autres. Et tout en créant cette première phase, nous, on va bosser en parallèle pour créer une phase 2 où, quand on va voir avec l'appli où sont les territoires qui ont bien bougé individuellement et collectivement, parce que le but, c'est qu'on va voir que quand on fait cette action-là, ça alimente le pot commun, en fait. Ça a fait qu'ensemble, on a économisé X milliards de litres d'eau, etc. Et la phase 2, c'est on va dire, sur votre territoire, on va aller voir les élus, les collectivités, là, il y a un vivier de personnes qui se met en route là depuis X mois. Et là, on vous propose, en mode démocratie participative, d'aller plus loin. C'est-à-dire, on va lister tout ce que les experts proposent. La semaine de 28 heures, la monnaie locale, le revenu de base. Mais par exemple, le revenu de base, il y en a plein de différents, avec des philosophies différentes derrière. Donc, on va tous les nommer, les expliquer. Les réseaux d'énergie locale, tu vois, où c'est ensemble qu'on crée notre énergie. On va lister tout ça et en démocratie participative, le territoire va choisir de tester particuliers, entreprises, commerçants, collectivités, etc., tous ensemble, ce qu'ils veulent tester. Ça va être vraiment des éco-expériences grandeur nature. Et pendant, avant et après, c'est suivi par des chercheurs. On va voir un peu ce qui fonctionne et du coup, après, on va pouvoir modéliser le processus. Mais après, chaque territoire va pouvoir tester ce qu'il veut tester sur son territoire. Et le but, par exemple, aussi de réintégrer la monnaie locale, c'est pour remettre la richesse sur le territoire. Ouais. Actuellement, il y a seulement que 2% des flux financiers qui sont sur le marché réel. C'est-à-dire, tu as des pommes, je te les achète. Seulement 2%. 98%, c'est juste des flux financiers sur nos ordinateurs. Et donc là, le but, c'est de vraiment remettre la richesse sur les territoires et de créer des territoires résilients. Là, on voit qu'on a de plus en plus de crises et du coup, c'est comment recréer de la richesse et que le territoire soit résilient et que les territoires soient connectés les uns aux autres. Et du coup, la troisième phase, ce sera à force de ce retour d'expérience, de cette modélisation, de créer un processus pour que, quel que soit le territoire, il puisse mettre en place des choses chez lui et qui correspondent à son bassin de vie. Donc c'est vraiment changer les règles du jeu en fait, avec tous les acteurs. Donc c'est un truc énorme. Ah ouais. On a voilà. Et donc c'est pour ça que des fois je dis au guide, si vous êtes gentil, mais c'est quand même un peu gros tout ça. Mais non. Et on a, je sais pas si tu connais la célèbre phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Et nous, en fait, on a changé cette phrase en elles savent que c'est possible, alors elles le font. Parce que vraiment, voilà, on s'appuie sur des expertises et l'idée notamment de la première phase avec ces jeux, c'est de mettre sur une même plateforme tout ce qui existe déjà. Parce qu'il y a plein déjà de défis sur les transports, défis sur qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire au travail. Il y a plein de structures, la MRES, la CRES, etc., qui mettent des choses ensemble, mais tout est éparpillé et le but c'est de mailler en fait tous ces acteurs là et tout ce qui existe déjà pour le rendre visible, mais on va le mettre en mode jeu, parce que tous ces défis qui existent en appli, c'est juste des défis. Et il n'y a pas les leviers de la motivation qu'on a dans le jeu, et en fait, quand on joue, on apprend naturellement et nos automatismes changent, nos habitudes changent. Et donc, on est en train de travailler avec une équipe pour comment on arrive à gamifier tout ça, pour que l'air de rien, on passe un bon moment, on change nos habitudes, et à un moment donné, on passe à la phase 2,
sur un territoire, on va plus loin et on change les règles du jeu, tous ensemble. Ok. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. C'est un très très beau projet. Ouais, c'est passionnant, c'est passionnant. Tu m'étonnes. Et ce projet, il nous fait rencontrer du coup plein de belles personnes. Alors des personnes qu'on connaît déjà et qu'on a sollicitées, et puis il y en a d'autres qui arrivent à nous et on dit ah mais c'est génial ce que tu fais, etc. Et le but c'est que là on a une vision, on a créé un petit peu déjà, on va dire des grandes étapes, mais le but c'est de créer tout ça ensemble en fait. Là on est 3, c'est impossible de porter de toute façon un projet comme ça à 3. Et donc on a déjà une vingtaine d'entre-donneurs et entre-donneuses qui sont dit, alors le premier truc c'était ah ouais quand même. Oh ouais, mais on veut y être. Et du coup, et là il y a plein de gens qui nous contactent en disant mais on veut aussi. Donc l'idée ça va être de créer autour de ce projet à l'intérieur de ce projet, c'est de vivre aussi ça. C'est-à-dire, à l'intérieur de ce projet, là, on va aller chercher des financements. Comment ces financements, peut-être, on peut, avec les gens qui vont participer à ce projet, les mettre en revenu de base. Tu vois, comment en mode gouvernance on va utiliser cet argent-là, comment on travaille ensemble. Et tout ça, le but c'est on a rien fait dès le départ parce que le but c'est qu'on va le créer avec ce, on va dire, ce premier cercle-là. Et le but ça va être après qu'il y ait des ambassadeurs aussi, parce que là on travaille avec plus un comité nordiste, mais il y a déjà plein de gens sur notre page. On a lancé un groupe Facebook pour participer au concours de la Fabrique Aviva, et voilà, on a déjà 500 personnes qui nous suivent et qui attendent la suite, donc un beau projet. C'est clair. Ok. Est-ce que pour finir, tu aurais un ou une entrepreneur que tu aimerais entendre sur le podcast? Un entrepreneur du bien-être. Entrepreneur du bien-être, un ou une, c'est ça, Ouais, masculin ouais, ou féminin, que j'aimerais entendre là sur bien-être. Oui, bah si, je pense tout de suite à Pascal Gabert Zamparini, avec qui j'ai créé Happy et compagnie au démarrage, que j'aime beaucoup. C'est une femme entière qui a plein de belles ressources, plein de pépites en elle, et qui de plus en plus se cible sur l'organisation de cercles de femmes, et où elle y mêle toutes les compétences qu'elle a acquises au fil de ces dernières années, à la fois en termes de coaching, en termes de naturopathie, en termes de chamanisme, en termes euh, d'intelligence émotionnelle, relationnelle. Enfin, voilà, elle a. Et là, pareil, c'est parce on entend beaucoup de cercles de femmes, c'est beaucoup à la mode. Ça fait un moment déjà qu'elle y est, et et pour moi, il y a beaucoup de cercles de femmes qui ne sont pas des cercles de femmes, en fait, enfin, tels que je les imagine, c'est-à-dire que, comme en plus, voilà, pareil, le chamanisme est beaucoup en vogue, on va mettre quelques plumes, on va faire bouger un gris-gris, mais c'est pas ancré, c'est pas à l'intérieur et ça fait pas sens. Et Pascal, elle est, en fait, on elle est l'incarne. cercle de femmes, quoi. La sororité, elle le porte, elle le transpire, et ces cercles sont vraiment magiques. Et elle organise aussi des voyages entre femmes, notamment au Maroc, mais pas que. Et là, elle en a un fin juin. En France, du coup, avec le Covid, elle part moins à l'étranger, et elle organise régulièrement des cercles de femmes, mais pas que. C'est vraiment aussi amener la spiritualité laïque dans ces cercles de femmes, mais aussi en entreprise. Nous, on l'amène aussi de plus en plus. C'est se connecter de cœur à cœur, mais aussi d'âme à âme. Et voilà, moi, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une vraie sœur. On pleure beaucoup, tellement on est en gratitude de fait que la vie nous ait fait Rencontrer. nous rencontrer, parce qu'on aurait pu passer à côté l'une de l'autre, et en fait la vie nous a choisis pour faire des choses ensemble, et tout comme avec Véronique, et c'est juste magique d'être entourée de femmes telles que Pascal et Véronique, ouais. Super, moi j'irai voir. Mm, Elle a l'air très intéressante. mm, mm, mm. Ça veut dire quoi pour toi développer son business? C'est une bonne question, parce que depuis le début on me dit mais t'as pas fait ton business plan.
Et là, pour Transition 360, qui est un gros projet, il y a un moment donné, il va falloir qu'on fasse certainement un business plan. Alors que pour moi, euh, je le fais pas forcément pour avoir du business au sens ramener de l'argent. Et Ouais, en même temps, l'argent, vraiment. c'est un flux énergétique et au plus moi j'arrive à générer de l'argent, au plus je peux l'utiliser à bon escient, en tout cas à bon escient selon moi. Et du coup le D'accord. redistribuer, contribuer. Moi j'adore contribuer sur les campagnes Ulule à des projets. Je suis fière, je suis une des coproductrices de Enquête de sens, le documentaire. Et mais je me dis, je sais pas, je crois qu'à l'époque j'ai dû donner 20 balles, mais je me dis j'adorerais contribuer à plus de projets comme ça, ou même plus en pouvant donner 1 000 € sur des projets comme ça qui font sens pour moi. Donc du coup c'est quand même important pour moi développer le business, c'est plus le biz dans le sens du coup, le business, je l'associe à quelle est ta mission de vie en fait. Quelle est la chose qui fait que tu vas contribuer à ton équilibre, mais aussi à l'équilibre du monde en toute humilité, parce que je pense on est tous importants pour l'équilibre du monde et ce qu'on y fait a un impact, même si finalement, si j'arrêtais de le faire, le monde va continuer comme il continue. Et en même temps, je fais partie de ce tout et je contribue à quelque chose. Donc c'est vraiment plus développer ça, mais tout en trouvant une écologie personnelle. Et dans l'écologie personnelle, il y a aussi le côté financier. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui a un travail fixe et du coup, voilà, même si les mois où je travaille pas, c'est pas dommageable, mais mais vraiment de voir le business comme une contribution au monde et dans toutes ses facettes. Et du coup, dans les facettes relationnelles, dans la facette de ce que tu vas apporter, mais aussi dans la facette vraiment du flux financier. Et je reparle du coup de Transition 360, c'est de remettre ce flux euh, sur le circuit court. On parle de circuit court justement en termes de fruits et légumes, mais je pense que l'argent, au plus il va être remis en circuit court, au plus chacun va pouvoir s'épanouir davantage en fait. Parce que là, notre argent, il nous sert quand même essentiellement à survivre Ouais. et pas à vivre. Et je pense qu'au plus on peut être attentif à ça et à trouver d'autres manières de faire échange, et ça ne veut pas dire carrément enlever l'argent, hein, la monnaie locale, elle a une valeur monétaire, mais je pense que c'est ce qui fait la richesse. En fait, le biz, c'est ça. Le biz, pour moi, c'est tous les flux énergétiques et qui vont faire qu'on va contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc ça passe par effectivement qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as, et aussi ce que tu génères, et dans toutes ces facettes. Donc, donc développe ton biz, pour moi, c'est d'abord développe ton biz internet, ton biz intérieur, pardon. Ouais, je pense que quand et ça, c'est pas le faire avant, hein, ça se fait en même temps, mais c'est à chaque fin, c'est régulièrement de se dire oh et comment il va mon bise intérieur là, et il y a des fois il va pas bien, ben du coup qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus équilibré, et depuis du coup pouvoir continuer à aller vers l'extérieur, mais c'est d'abord développe ton bise intérieur. Ouais. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Bah, beaucoup sur Facebook, hein, Marjorie Dana, vous allez me trouver. Sur LinkedIn, en fait, sur LinkedIn, du coup, il y a un peu tous mes liens. D'ailleurs, qu'il faudrait que je remette à jour, parce que finalement, en fonction des différents projets dont j'ai parlé, il y a des sites différents. Ouais. Je pense que finalement, oui, en allant sur LinkedIn, il y a globalement pas mal d'infos, mais ça me fait penser qu'il faut que j'aille le remettre à jour. Et sur Facebook, Marjorie Dana, et du coup vous allez tomber régulièrement sur des posts, soit sur Transition 360, soit sur Happy et compagnie, soit sur les aventures de Madame Comcom, puisque je les relaye sur ma page Facebook. Super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Je te remercie pour cet échange, c'était très passionnant, très très enrichissant. Ben, merci à toi de nous proposer ces espaces de parole, parce ils sont toujours intéressants, bah, j'espère pour les auditeurs et les auditrices, mais pour nous aussi, parce que ben, ça nous permet aussi de recheminer, de voir le curseur, de voir notre avancée, de nous refaire réfléchir aussi sur là ce qu'on fait, est-ce que ça a encore du sens ou pas. Donc moi, c'est toujours des moments que j'aime beaucoup, et en plus, bah, là, voilà, j'ai apprécié beaucoup ta douceur,
là, c'est chouette qu'on puisse se voir justement, que ce soit pas juste en audio. Ouais. T'as ta lumière en fait. Je te connais pas. Je crois qu'on s'est jamais rencontrés. On s'est peut-être croisés, non? Non, je crois pas. Hein. Non, c'est Tatiana qui C'était t'avait ouais. Et du coup, voilà, t'as une belle lumière. Donc, j'étais ravie de partager cette heure avec toi. Merci. Voilà, cette discussion avec Marjorie est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donnera envie d'entreprendre dans tout ce que vous pouvez aimer, de ne pas hésiter à développer différents formats autour de votre sujet de prédilection. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous.